Question habituelle, où en est-on du Brexit? Alors le Brexit, vous l'avez sans doute vu dans la presse, il y avait eu 10 candidats au poste de Premier ministre pour succéder à Madame Theresa May. Theresa May, donc, qui est toujours Premier ministre, mais qui a démissionné de son poste à la tête du Parti conservateur le 7 juin dernier. Et on a appris hier que le prochain Premier ministre sera donc choisi entre Boris Johnson d'une part et Jeremy Hunt d'autre part. Boris Johnson a été le Premier ministre des Affaires étrangères du gouvernement May. Quand il avait démissionné, c'est Jeremy Hunt qui lui avait succédé au poste de ministre des Affaires étrangères. Et ce sont les quelques 160 000 adhérents du Parti conservateur, ce qui prouve qu'il y a beaucoup d'adhérents dans les partis politiques britanniques. Je suis sûr qu'il y a loin d'y avoir le même nombre d'adhérents dans les partis politiques français. Les 160 ou 170 000 adhérents du Parti conservateur qui vont voter dans le courant du mois de juillet. Les votes seront arrêtés, je crois, le 22 juillet aux alentours de 16 heures, si j'ai bien compris, et les résultats seront annoncés le 23 juillet. Il va donc falloir que les électeurs, les membres du Parti conservateur britannique choisissent entre Boris Johnson, qui a été l'une des figures de proue du Brexit, du référendum en faveur du Brexit, et qui s'est déclaré au cours des dernières semaines en faveur d'un Brexit dur, comme on dit, c'est-à-dire éventuellement un Brexit sans accord, mais qui s'est engagé absolument fermement et formellement à ce que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne pour le 31 octobre prochain, puisque c'est la nouvelle date qui avait été fixée par Madame May. Et puis ils ont à choisir entre lui et Jeremy Hunt, qui lui avait fait campagne contre le Brexit dans le gouvernement à l'époque du référendum, et qui depuis Jeremy Hunt en fait c'est un nouveau Theresa May. C'est-à-dire qu'il est là, il a peur de son ombre, oui, mais il faut négocier. Il a dit qu'il faudrait peut-être reporter encore aux calendes. Il faut donc en fait que les Britanniques, pas les Britanniques, les adhérents du Parti conservateur, les institutions britanniques sont quand même complètement chinoises, et que ce sont les adhérents du Parti conservateur qui décident entre les deux lignes, entre le Brexit de Boris Johnson et le truc là, on se perd dans les sables, comme le delta du Kalahari au Botswana. Vous savez, ce fleuve qui disparaît comme ça, on ne sait pas où il passe. On ne sait pas où va Jeremy Hunt. C'est ça qu'il va y avoir comme sujet. Il faut espérer, bien sûr, que c'est Boris Johnson qui va être choisi pour que cette affaire soit définitivement tranchée. Ça fait quand même maintenant plus de 3 ans. On a fêté il y a quelques jours le 3e anniversaire du référendum sur le Brexit. C'est un total déni de démocratie. Et d'ailleurs, les élections européennes au Royaume-Uni ont montré la formidable poussée du parti du Brexit, de Nigel Farage, qui montre que l'exaspération d'une partie significative de l'électorat britannique qui ne décolère pas à l'idée de voir que son vote n'a toujours pas été suivi des faits. Il faut bien entendu imaginer, prévoir que tout va être fait, je dis bien tout, par les médias mainstream au Royaume-Uni comme ailleurs pour promouvoir Jeremy Hunt et pour essayer de démolir Boris Johnson. Ça a d'ailleurs commencé il y a 48 heures. On a appris d'un seul coup que M. Boris Johnson, qui a une amie, je crois qu'il est plus ou moins séparé de son ancienne femme, il vit avec une femme et il y a eu, paraît-il, une dispute dans le ménage. Il y a eu des horions qui se sont échangés. Et ceci est sorti dans la presse britannique d'un seul coup comme si M. Boris Johnson était quelqu'un qui, dans la vie privée, était épouvantable. Je me suis un petit peu renseigné. Je lui suggère d'aller, pour ceux que ce genre de fait divers intéresse, mais c'est un fait divers qui a quand même une importance politique, parce que ça participe d'une volonté de démolition de Boris Johnson. J'ai découvert en lisant le Daily Telegraph, qui est donc le grand journal conservateur pro-Brexit, qu'en réalité, les gens qui ont appelé la police
contre Boris Johnson, qui habite dans le même immeuble que lui. Sont en fait, il y a une réalisatrice, je crois, de spectacle, et qui ce sont des membres du Parti travailliste, d'ardents opposants, non seulement au Parti conservateur, mais d'opposants au Brexit. Il paraît même que ces gens ont enregistré la dispute de ménage qu'ils ont entendue et qu'ils ont envoyé les bandes d'enregistrement au Guardian, c'est-à-dire le grand journal de gauche britannique. Voilà où l'on en est, à essayer de faire, comment dirais-je, les rumeurs les plus sordides pour essayer de nuire à Boris Johnson. Je pense que on va tout voir parce que l'enjeu est évidemment un enjeu fondamental. Vous imaginez bien qu'un certain nombre de possédants, un certain nombre d'Européistes sont tétanisés à l'idée de voir Boris Johnson arriver au 10 Downing Street, parce que s'il y a un accord, s'il y a une sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni sans accord, ça veut dire une ardoise potentiellement de quelques 40 milliards d'euros qui seraient laissés aux autres pays membres de l'Union européenne. Et je signale au passage que la France a des enjeux financiers considérables derrière cette affaire. Nous sommes en faveur de Boris Johnson parce que nous sommes en faveur du Brexit et de la démocratie, et parce que nous savons que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne par un Brexit sans accord, nous avons la conviction que ça se passera bien, qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, les choses se passeront très bien, et ça sera un phénomène qui sera politiquement extraordinairement important, notamment pour nous, l'UPR, qui est le parti du Frexit. C'est nous, le parti du Frexit en France. Donc c'est pour nous très important. Mais il faut savoir que lorsque le Royaume-Uni sortira, surtout s'il n'y a pas d'accord, ça va avoir un impact financier sur les pays restants, notamment la France. J'en profite pour faire ici une incidente. On a appris ces jours-ci que la Cour des comptes en France vient de tirer pour la plus énième fois la sonnette d'alarme quant aux finances publiques françaises. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la trajectoire budgétaire de l'État est vers ne tient pas du tout les promesses qui avaient été faites par Macron. On a des déficits très importants qui, de nouveau, se creusent. C'est notamment le contre-coup de la crise des Gilets jaunes et du fait que l'exécutif a été obligé de lâcher quand même un certain nombre de dépenses aux manifestants. Eh bien, ça veut dire que, de nouveau, un caramba encore raté. Encore une fois, on ne va pas tenir les clous. On comprend que nos partenaires européens commencent à en avoir assez de nos promesses non tenues. Mais ce qu'il faudrait que tout le monde comprenne, nos partenaires européens comme la classe politique et médiatique française, c'est que si on ne tient pas nos promesses, si ni Sarkozy, enfin, ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron maintenant n'arrivent à tenir les promesses de diminution budgétaire, c'est que personne n'y arrivera jamais. Ça veut dire que la France est dans une situation qui n'est pas soluble dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. C'est ça le problème. Le problème, il est là. On pourra élire Pierre-Paul Ouginc, voilà, n'importe qui à l'Élysée. Tant que nous serons dans l'euro et dans l'Union européenne, tous les engagements que nous prendrons seront impossibles à tenir parce que les phénomènes structurels se posent derrière. Je vous renvoie à toutes les conférences que Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau, moi-même avons pu faire sur ces sujets. La France est dans une situation insoluble tant qu'on est dans l'Union européenne et dans l'euro. Voilà, et c'est ce qui va apparaître une nouvelle fois au cours des mois et des années qui viennent.